Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la Volkswagen ID4 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Dans le cadre de sa stratégie Accelerate, Volkswagen vise une production en Europe à 70% électrique à l'horizon pas si lointain 2030 et à 100% à l'horizon 2050. Pour y parvenir, la marque de Wolfsburg multiplie les annonces et les sorties. Après l'ID3 sur nos routes depuis quelques mois maintenant, eh bien voici l'ID4, la version SUV, le SUV familial qui sera rejoint dans quelques mois par une version coupée, très logiquement appelée ID5, avant que ne débarque en 2022, c'est dans pas tellement longtemps non plus, eh bien l'ID Buzz, version réinventée du célèbre et mythique combi Volkswagen. On a hâte d'en prendre le volant. Alors cet ID4 eh bien, partage avec l'ID3 la plateforme MEB du groupe Volkswagen, également les batteries et les moteurs. Ce ID4 doit convaincre les familles de passer au 100% électrique. En a-t-il les moyens? Eh bien j'en ai pris le volant pendant une semaine. La réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine à 18 h, on a rendez-vous avec l'essai du BMW iX3 version 100% électrique du BMW X3. D'autres essais sont à venir, je vous en parle tout à l'heure à la fin de cet essai. Si pour vous, un SUV électrique en 2021, ça doit avant tout ressembler à un SUV comme les autres, eh bien ce Volkswagen ID4, il est fait pour vous. En effet, pas de trappe de recharge bien visible sur la calandre par exemple, pas d'appendice vert ou bleu disséminé autour de la voiture sur la carrosserie, rien de tout ça. Cela dit, avec ses 4,58 m de long, son 1,85 m de large et son 1,60 m de haut, 1,63 m avec les barres de toit, eh bien ce Volkswagen ID4, il en impose naturellement avec ses lignes, je trouve, relativement bien proportionnées. Et vous, qu'en pensez-vous de ce ID4 et de sa ligne? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, ce Volkswagen ID4 peut compter sur son moteur électrique de 150 kW, soit 204 chevaux, moteur qui entraîne les roues arrière, qui est situé à l'arrière et qui permet à cette voiture de réaliser le 0 à 100 en 8,5 secondes grâce au couple généreux de 310 Nm, voilà qui est largement suffisant pour ce véhicule à vocation avant tout familiale. Il existe également des versions avec moteur moins puissant. Les versions Style et City peuvent être équipées d'un moteur de 148 chevaux avec un couple de 220 Nm ou bien de 170 chevaux. Et dans ce cas-là, le couple est identique aux versions supérieures, à savoir 310 Nm. Pour alimenter le moteur électrique, vous avez le choix entre deux tailles de batterie. Cette voiture est équipée de la plus grosse batterie, d'une capacité nette de 77 kWh, batterie qui est évidemment logée sous le plancher de la voiture entre les quatre roues. Elle doit autoriser, selon les versions, jusqu'à 520 km d'autonomie, selon la norme WLTP. C'est donc en théorie. Qu'en est-il dans la pratique? La réponse tout à l'heure. La deuxième batterie, plus modeste, est de 52 kWh de capacité. Elle doit permettre une autonomie théorique de 345 km avec ce Volkswagen ID4. Pour recharger la batterie, ça se passe donc à l'arrière du côté droit et quand on ouvre la trappe de recharge, on constate tout d'abord la présence d'un connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW, ce sera 7,2 kW sur les versions équipées de la plus petite batterie. Comptez à peu près 7h30 pour une recharge à 100% sur une borne dédiée de 11 kW ou plus sur le courant alternatif. Concernant la recharge sur le courant continu, c'est possible également grâce à la présence d'un connecteur combo CCS. 125 kW, c'est la puissance acceptée par cette voiture sur le courant continu, ce sera 100 kW sur les versions équipées de la plus petite batterie. Ça va vous permettre de récupérer 80% de capacité de batterie en 38 minutes à peu près.
Vous le savez, Eddy Electric by D'Ieteren est partenaire de Charging Station. C'est également votre compagnon de route idéal si vous avez une voiture électrique. Alors Eddy Electric by D'Ieteren propose des bornes de recharge, connectées ou non, également sa carte de recharge qui vous donne accès à plus de 100 000 points de recharge partout en Europe. Je vous rappelle qu'elle est gratuite, il n'y a pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement. Vous payez donc uniquement ce que vous consommez pour toutes ces bonnes raisons. N'hésitez pas évidemment à vous la procurer. Et puis vous pouvez également, si vous utilisez la carte Eddy Electric by D'Ieteren et une borne de recharge connectée, eh bien pratiquer le split billing, c'est-à-dire la refacturation automatique de la consommation de votre voiture de société à la maison à votre employeur via donc cette technique du split billing qui est vraiment extrêmement pratique évidemment, tant pour vous d'ailleurs que pour votre employeur. Eddy Electric by D'Ieteren est également partenaire de Volkswagen et dans ce cas-là, si vous êtes à l'achat d'une Volkswagen électrifiée, eh bien vous bénéficierez de conditions extrêmement intéressantes pour l'installation, l'achat et l'installation d'une borne de recharge Eddy Electric by D'Ieteren. Renseignez-vous évidemment pour connaître tous ces services et toutes ces offres sur edi.be ou en cliquant sur le lien dans la description. Petite question, le volume de chargement de ce Volkswagen ID4 est-il digne du statut de familial qu'il revendique? Eh bien la réponse est oui, avec 543 litres, le volume est plutôt généreux, on va dire. En tout cas, le coffre est bien carré, voilà donc qui est bien pratique au quotidien. On dispose également d'un petit sous-coffre qui va permettre de ranger les câbles de recharge pour éviter que ces câbles se promènent dans le coffre. Dans le coffre, il y a pas mal de petits crochets, il y a des petits points de fixation également, donc ça c'est extrêmement pratique. Et puis alors si on veut encore agrandir le volume de chargement, passer à 1575 litres de volume de chargement, et il suffit d'abattre complètement la banquette arrière qui est fractionnable et dans laquelle on a une trappe à ski également, et dans ce cas-là sont disponibles 1575 litres. Alors y a-t-il un coffre à l'avant, un coffre supplémentaire à l'avant? Déception, sous le capot, il n'y a malheureusement pas de coffre disponible à l'avant, pas de coffre de frunk pour transporter les frites, comme je le disais dans un précédent essai. On devra donc se contenter du coffre à l'arrière, mais qui est plutôt généreux et très pratique. On s'en contentera. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Volkswagen ID4, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Eh bien grâce à l'empattement généreux, possible grâce à l'utilisation de cette plateforme MEB et aux roues qui sont disposées vraiment aux quatre coins de la voiture, libérant un bel espace pour le volume de l'habitacle, eh bien on dispose effectivement d'un volume généreux à l'arrière. Alors le siège avant il est réglé comme pour moi, 1,90 m et ça passe à l'aise. Me voici parfaitement bien installé. Alors évidemment, on sera mieux installé sur les deux places principales que sur la troisième place, mais franchement, la troisième place, elle est tout à fait exploitable. Et puis, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez toujours descendre l'accoudoir, augmentant encore le confort pour les deux passagers principaux à l'arrière. En termes de garde au toit, franchement, il n'y a pas de problème, je dois tirer vraiment très très fort pour atteindre le toit malgré mon 1,90 m, donc pas de problème au niveau de la garde-toit. On a une vue, on est installé assez haut par rapport aux passagers avant, donc on a une belle vision périphérique, ça c'est bien pour les enfants qui n'aiment pas forcément se retrouver un peu coincés dans la voiture, qui aiment voir ce qui se passe à l'avant et sur les côtés, ce sera possible avec cette voiture également, renforçant d'autant d'ailleurs la vocation familiale de la voiture, c'est très bien. On l'a dit, la couloir centrale, et puis au niveau des équipements, on a ici les vitres qui sont électriques évidemment, et puis alors on a deux prises USB-C. On ne devra pas se battre à l'arrière pour recharger les appareils électroniques et autres téléphones portables. Deux prises USB-C. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Bienvenue à bord de ce Volkswagen ID4. Alors quand on s'installe au volant, on trouve tout de suite sa position de conduite idéale et ça c'est un très bon point. Et pourtant sur cette version First, le réglage du siège est manuel et offre donc moins de possibilités de réglage que sur la version haut de gamme qui dispose d'un siège électrique avec notamment le réglage en profondeur de l'assise dont cette voiture ici n'est pas équipée et pourtant ça ne m'a pas empêché malgré mon 1,90 m de trouver ma position de conduite idéale. C'est un bon point. On retrouve également l'univers de l'ID3 avec le même écran derrière le volant, l'écran instrument, le même sélecteur de vitesse et puis le même écran central. Il est soit de 10, soit de 12 pouces selon les versions. Globalement, l'ambiance paraît un petit peu plus valorisante quand même que dans l'ID3 et en même temps, c'est pas bien compliqué. Si la qualité des assemblages est très correcte, les matériaux par contre sont assez basiques avec pas mal de plastique dur, mais un petit peu moins quand même que dans l'ID3. Sur l'ensemble de la partie supérieure du tableau de bord, on a du plastique moussé dans ce Volkswagen
Volkswagen ID4, alors que dans l'ID3, ça se limitait à une petite bande. Sur les portières, c'est un petit peu mieux également dans ce ID4, avec ce simili-cuir qu'on retrouve sur les portières, avec les parties hautes qui sont moussées également. Il y a également trop de piano black dans cette voiture, du plastique brillant qui veut se faire passer pour un revêtement premium piano black, alors que c'est tout le contraire, c'est juste du plastique brillant. Il y en a, alors c'est moins gênant ici en partie supérieure sur l'écran instrument et l'écran d'infodivertissement. Par contre, c'est plus gênant à l'endroit où il sera plus facilement rayé ou taché. C'est le cas notamment ici sur la console centrale où on a beaucoup de piano black. C'est le cas également sur les portières au niveau de l'avant des accoudoirs où on a cette partie justement qu'on va attraper assez régulièrement pour tirer la portière, pour fermer la portière, qui sera donc relativement sale ou en tout cas sujette également à des rayures si vous avez des bagues, des alliances, etc. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir autant de piano black dans cette voiture. Autant vous dire que les matériaux, la qualité des matériaux, c'est toujours pas le top dans cette ID4, un petit peu mieux que dans l'ID3, mais c'est toujours pas le top. Cela dit, on a un intérieur qui est quand même extrêmement agréable en termes de fonctionnalité, d'ergonomie. On a quelque chose de très très agréable et j'ai passé une excellente semaine au volant de cette voiture, donc ça c'est vraiment un très très bon point. En fait, toutes les commandes tombent naturellement sous la main et on va les détailler dans un instant. Je vous propose à présent, et comme à chaque fois, de décrire l'intérieur qui est plutôt épuré, plutôt sommaire de ce Volkswagen ID4. On va commencer par la portière conducteur avec quelque chose qui avait fait beaucoup parler sur la Volkswagen ID3, qu'on retrouve également dans ce Volkswagen ID4, à savoir les commandes de vitres électriques qui sont directement accessibles pour ce qui est des commandes de vitres électriques à l'avant. Et si vous voulez commander les vitres électriques à l'arrière, il faut d'abord pousser sur le bouton Rear et ensuite vous aurez ces deux mêmes boutons qui vous commanderont les vitres arrière. Moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné durant cette semaine. Les enfants peuvent commander eux-mêmes leur vitre électrique à l'arrière. Les passagers arrière peuvent se débrouiller. Et quand je dois le faire de manière totalement exceptionnelle, ça ne me dérange pas de pousser sur le bouton Rear pour pouvoir avoir accès aux commandes de vitre arrière. Et ça permet d'ailleurs, quand on est dans un univers où il fait un petit peu sombre et qu'on veut ouvrir la vitre conducteur, par exemple, de ne pas se tromper entre les vitres avant et les vitres arrière, puisqu'il y a seulement deux boutons de commande. Donc moi, franchement, je trouve ça plutôt limite positif, en fait. On a également accès aux rétroviseurs dégivrants, aux possibilités de rabattre également les rétroviseurs, possibilité de les régler électriquement évidemment, et puis la commande de verrouillage centralisé et la sécurité enfant également pour les places arrière. Donc ça c'est pour la portière conducteur. Ensuite, au niveau du poste de conduite, on a en partie de gauche un petit pavé qu'on retrouve sur d'autres modèles Volkswagen avec les réglages notamment de désembuage, des commandes faciles d'accès pour des réglages rapides, des embuages pour l'avant, l'arrière, etc. pour les vitres. On a également les réglages de phares qu'on laisse la plupart du temps en mode automatique, ce qui va provoquer l'allumage automatique des phares systématiquement. Ensuite, on a ce volant qui est plutôt valorisant. Je le trouve assez sympa, moi, ce volant Volkswagen, avec ses touches à retour haptique. Au début, c'est très perturbant et puis à la fin, on s'y fait. Donc ça veut dire que chaque fois que vous enfoncez une touche sur le volant, vous avez une petite vibration qui confirme que vous avez bien enfoncé la bonne touche. Et à l'usage, je les trouve finalement assez pratiques ces touches sur le volant. À gauche, on a tout ce qui concerne le régulateur de vitesse adaptatif, limiteur de vitesse également. On peut d'ailleurs choisir entre régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, en utilisant ce bouton mode, régulateur de vitesse adaptatif à gauche, limiteur de vitesse à droite, et on valide avec une pression. Donc c'est plutôt pratique. On a ensuite donc les commandes liées au régulateur de vitesse adaptatif, donc les commandes proprement dites, donc la distance qui sépare du véhicule qui précède. Et quand on met distance minimale, on a bien une distance qui est assez réduite, donc ça évite que d'autres personnes d'autres usagers viennent s'insérer si on a une distance minimale qui reste trop longue. C'est parfois ce qui arrive. Ici, on a une vraie petite distance quand on souhaite une petite distance qui reste évidemment une distance acceptable d'un point de vue de la sécurité. Et on peut évidemment par palier de 1 ou par palier de 10 augmenter ou diminuer la vitesse demandée au régulateur de vitesse adaptatif. Donc ça, c'est pour la partie de gauche. Sur la partie de droite, on a tout ce qui concerne le système d'infodivertissement, la radio avec possibilité via ces petites flèches en haut, en bas, de naviguer soit entre toutes les stations disponibles, également possibilité de naviguer entre les favoris uniquement. Donc ça, c'est une option que vous offre le système d'infodivertissement. Soit vous naviguez entre toutes les stations, soit vous naviguez entre les stations favorites. Je trouve ça plutôt bien vu également. Alors le petit bouton View, il sert à
au système derrière, au combiné instrument. Il sert à changer la vue du combiné instrument. Ce combiné instrument, il est divisé en 3 zones. À gauche, tout ce qui est aide à la conduite. La partie centrale avec toutes les infos traditionnelles d'un système de combiné instrument. Et puis dans la partie de droite, on aura l'info de manière assez sommaire du système de navigation qui va vous indiquer avec des flèches quoi faire, quelle bretelle emprunter, que faire au rond-point, etc. Et quand le système n'est pas actif, comme c'est le cas là maintenant, vous avez cet écran qui reste noir, alors qu'il est possible, grâce à cette petite touche, vous voyez, de n'avoir que 2 zones plus grandes. Donc, une petite amélioration qui serait possible éventuellement à l'avenir, c'est par exemple quand le système de navigation n'est pas actif, de systématiquement avoir cette vue avec 2 zones bien larges et pas 3 zones dont une qui ne sert à rien. Quand le système de navigation n'est pas actif, ça n'a aucun intérêt d'avoir cette zone divisée en 3 avec un tiers qui est noir sur la partie de droite. Donc ça, ce serait peut-être une amélioration possible avec ce système. Toujours concernant ce combiné instrument qu'on va retrouver derrière le volant, moi je l'ai trouvé plutôt efficace. Alors c'est très sommaire, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais les infos qui sont là, elles sont facilement lisibles. Et si voilà, je démarre la voiture en basculant le petit levier, on y reviendra dans un instant, voilà, là on a vraiment toutes les informations disponibles quand on roule, à savoir la voiture est en auto-hold, une fonction qui reste d'ailleurs activée d'un trajet à l'autre. Auto-hold, c'est quand la voiture est arrêtée, on peut lever le pied de la pédale de frein, la voiture ne va pas avancer, ne va pas ramper comme avec traditionnellement une boîte de vitesse automatique. La voiture est prête, on a le ready qui est affiché. On a également ici l'énergie qu'on va consommer, la petite barre va partir à droite vers le bleu et l'énergie qu'on va récupérer, elle va partir à gauche vers le vert. On a l'autonomie restante également et puis dans la partie de gauche, tout ce qui concerne les aides à la conduite. Alors on a un peu comme chez Tesla, une moto qui se trouve devant la voiture, on aura une moto ici représentée sur l'écran. Si c'est un camion, on aura un camion. Si c'est une voiture, ce sera une voiture. Preuve que le système est en perpétuelle évolution et propose de plus en plus des choses extrêmement prometteuse. On y reviendra dans un instant, notamment concernant le système d'info divertissement. Donc voilà, écran instrument qui est plutôt efficace derrière le volant. On a ensuite ce sélecteur de vitesse que j'ai trouvé relativement efficace là aussi. Vous venez de le voir, on met le pied sur le frein, on bascule vers l'avant, on est en position D. Si on veut se mettre en position B, on reviendra sur la position B tout à l'heure, un nouvel appui, un nouveau basculement vers l'avant et là je suis en position B. Quand on arrive à destination, on appuie sur le bouton P et la voiture se met automatiquement en position de parking en vous disant au revoir, c'est très sympathique. Et là, la voiture est arrêtée automatiquement, elle enclenche le frein à main électrique. Donc c'est plutôt efficace là aussi. Les commodos, de manière traditionnelle derrière le volant, on ne va pas y revenir. On a ensuite le combiné instrument qu'on détaillera dans quelques secondes. Et puis juste en dessous, alors ça aussi, des touches qui ont beaucoup fait parler d'elles dans l'ID3, qu'on retrouve aussi dans l'ID4. Ce sont ces petites touches, une sorte de corniche en fait, dans laquelle on va déposer le doigt et on va slider, vous le voyez, voilà, de gauche à droite pour augmenter ou diminuer le volume, entre autres ici, du système d'info divertissement, de la partie audio, de la partie radio qui est active pour l'instant. Alors certains trouvent ça pas terrible, certains trouvent ça un petit peu compliqué d'accès quand on est en train de conduire, d'avoir ce doigt et de trouver la zone. Eh bien moi, au contraire, je trouve ça plutôt pratique. Et il m'est même arrivé de l'utiliser quand il faisait noir. Quand il fait noir, cette zone n'est pas du tout éclairée. Et je me suis dit, ça va être compliqué. Eh bien pas du tout, en fait. Le simple fait, même en regardant devant, eh bien de mettre le doigt, on trouve tout de suite, voilà, la petite corniche, on la trouve immédiatement. Et donc c'est facile après de pouvoir aller vers la gauche ou vers la droite avec le doigt. Idem ici pour les 2 zones de chauffage, pour le conducteur et pour le passager. On a donc une voiture avec chauffage dual zone. Et bien là aussi, on peut très facilement pousser et trouver la zone pour pousser, pour augmenter ou diminuer la température demandée. Cela dit, concernant le chauffage, le plus simple est encore d'utiliser la commande vocale. La commande vocale qui fonctionne vraiment bien et qui permet par exemple, quand on est avec quelque chose affiché ici, la carte notamment, ou si vous avez Waze avec Apple CarPlay ou Android Auto, vous voulez modifier la station que vous êtes en train d'écouter, plutôt que de retourner dans les menus, vous demandez tout simplement à la voiture de switcher d'une radio à l'autre. Et franchement, elle le fait relativement bien. Ce qu'il est possible de faire avec cette voiture, avec cette commande vocale, c'est de commander tout ce qui concerne le chauffage et la climatisation, le volant chauffant, les sièges chauffants. Vous pouvez lui demander de l'activer ou de le désactiver et même de demander quelle position vous voulez, 1, 2 ou 3, tant pour le volant chauffant que pour les sièges chauffants. Vous pouvez également donner des instructions de navigation, donner également des instructions liées au téléphone ou encore des instructions liées aux médias en cours de lecture. Tout ça, c'est possible avec la commande « Bonjour Heidi ».
Avant de vous parler du système d'infodivertissement dans quelques secondes, je voudrais vous parler de l'affichage tête haute, le head-up display. Dans cette voiture d'essai ne dispose malheureusement pas. Un système qu'on a déjà pu essayer dans la Volkswagen ID3 qui fonctionne particulièrement bien avec notamment la possibilité d'afficher des instructions de navigation selon la technique de la réalité augmentée. On aura donc dans le pare-brise projeté devant la voiture, quelques mètres devant la voiture, eh bien, les instructions de navigation avec des flèches très très claires qui vont bouger en fait en fonction des mouvements de la voiture et du tracé de la route. Ça fonctionne vraiment très très bien. On a vraiment ces flèches qui viennent s'insérer dans le décor et donc proposer des instructions de navigation qui sont extrêmement claires. On aura peut-être l'occasion d'essayer ça dans une autre Volkswagen électrifiée ou électrique à l'avenir, mais en tout cas ça fonctionne vraiment très très bien, le head-up display avec réalité augmentée sur l'ID3 et donc sur l'ID4. Concernant le système d'infodivertissement, eh bien le système il a beaucoup progressé et franchement pour avoir essayé l'ID3 il y a quelques mois maintenant à 2 reprises, le système, il y avait pas mal de bugs, on le sait, hein, Volkswagen a eu pas mal de mal à mettre sur la route les Volkswagen ID3, les premières Volkswagen ID3. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils avaient peut-être un peu sous-estimé le travail nécessaire à la conception d'un système entièrement nouveau, le système qui pilote le système d'infodivertissement de cette Volkswagen ID4 et donc ID3 il y a quelques mois. Ils ont rattrapé pas mal leur retard et ça c'est une vraiment bonne nouvelle. Et puis même ils sont allés plus loin, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois encore, en proposant un système qui est extrêmement fluide, extrêmement évolutif, qui dispose maintenant de connexions notamment via l'application WeConnect ID qui permet à distance de démarrer ou d'arrêter la recharge, de lancer la climatisation et le chauffage dans la voiture ou encore de programmer des séquences de chauffage en prévision d'un départ, etc. Donc voilà, c'est possible, c'est maintenant possible, ça ne l'était pas il y a quelques mois encore et d'autres fonctions vont venir s'ajouter au fur et à mesure, je n'en doute pas. Donc ça c'est le côté connecté à distance de la voiture. Dans la voiture, le système il est beaucoup plus fluide qu'avant. Pour l'avoir essayé sur l'ID3, franchement on avait quelque chose qui était encore relativement buggé. Ici c'est pas du tout le cas, le principe il est le même que sur un smartphone. On a ce bouton Home qui va systématiquement vous ramener vers un écran de démarrage, l'un ou l'autre de ces deux écrans, vous le voyez, il va switcher entre les deux et on a un troisième écran qui est disponible. Ici, avec ici la partie téléphone, ici la partie consommation et ici d'autres réglages disponibles. On a d'ailleurs des sous-menus qui sont, vous le voyez, ici disponibles également. On reviendra sur la consommation dans un instant sur la route. Ici, les infos liées à la voiture et notamment les infos là aussi liées à la consommation, au statut de la voiture. Voilà les lieux de charge, les endroits où on va pouvoir recharger de manière privilégiée, nos endroits préférés, les préférences de recharge et la possibilité ici de régler une recharge maximale à 80% recommandé ici. C'est disponible jusqu'à 100% évidemment. Voilà, donc tout ça c'est disponible via ce menu également. Vous voyez, les menus sont assez rapides, assez intuitifs. On a le téléphone, radio, médias, le menu de navigation. Voilà, on peut rentrer dans le menu navigation qui va apprendre en fait de vos destinations régulières et qui va donc vous suggérer des destinations régulières. Ici par exemple, c'est une destination, c'est mon lieu de travail, c'est là où je me rends régulièrement donc. Et donc spontanément, vous le voyez, la voiture me propose cette destination puisqu'elle sait que je vais me rendre régulièrement à cette destination. C'est plutôt malin. On a ensuite le menu lié véhicule. Voilà, c'est le menu qu'on avait tout à l'heure quand on était ici. Voilà le menu véhicule qu'on retrouve ici. On a également l'application Android Auto ou Apple CarPlay qui va s'afficher ici. Les réglages sonores ici dans la voiture également. Les réglages d'ambiance également. Vous pouvez régler absolument tout ce que vous voulez au niveau des réglages d'ambiance. Le menu d'aide. Ici, pour tout comprendre du système d'infodivertissement, ça se passe par là. Donc vous le voyez, il y a encore un menu disponible ici au-dessus. C'est là qu'on règle l'auto-hold par exemple, qui reste donc actif en permanence. Et puis des raccourcis vers la maison par exemple. Des raccourcis, voilà, il n'y a pas de position qui a été définie, mais c'est disponible également, on va y retourner. Raccourcis donc vers ici les instructions de navigation qu'on peut facilement activer ou désactiver. Et puis le mode hors ligne également. Ici les notifications qui sont disponibles également et qu'on peut supprimer très facilement là aussi. Donc vous le voyez, un système d'infodivertissement qui fonctionne vraiment bien. Franchement, j'ai pas... voilà, on a des informations supplémentaires ici, donc réglage, climatisation stationnaire, etc. Donc j'ai pas trouvé grand-chose à lui reprocher. Autant j'avais trouvé effectivement dans l'ID3 il y a quelques mois que c'était buggé, ça fonctionnait pas bien, c'était pas assez fluide, pas assez connecté, pas assez intuitif. Il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnaient pas bien. Depuis lors, les mises à jour se sont multipliées et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre
d'entre vous qui ont acheté une ID3 et qui se disent « Mon Dieu, il y a eu beaucoup de bugs ». Mais a priori, tout ça, alors dites-le dans les commentaires si vous avez toujours des bugs avec une ID3, mais je pense que tout ça a été résolu par les différentes mises à jour et qu'on a maintenant un système d'infodivertissement sur l'ID3 et donc sur l'ID4 qui est plutôt efficace. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas durant cette semaine. Il m'a donné entière satisfaction. J'ai pas grand-chose à lui reprocher. Franchement, ne fût-ce que l'Apple CarPlay sans fil, ça fonctionne hyper bien, c'est hyper intuitif. L'écran, il n'a pas planté une seule fois, ce qui n'a pas été le cas quand j'ai utilisé la Tesla Model 3 récemment, la nouvelle version 2021, où j'avais dû redémarrer 2 fois pendant la semaine le grand écran d'infodivertissement. Ici, c'est pas le cas, franchement. Alors, c'est plus basique, certes, au niveau du design. On n'est pas dans le domaine de chez Tesla, on est dans quelque chose de plus basique au niveau du design, mais ça fonctionne hyper bien. C'est amené à encore évoluer et quand on voit le bond en avant qui a déjà été effectué entre ce qu'on a connu il y a 6 mois et aujourd'hui, on se dit que chez Volkswagen, là maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais là maintenant, ils sont clairement sur la bonne voie. Allez, c'est parti au volant de ce Volkswagen ID4. Est-il sur la route capable de rivaliser avec les meilleurs SUV? Est-il le SUV électrique idéal? Pour le démarrage, en tout cas, ça s'effectue très simplement. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a bien un bouton de démarrage sur la colonne de direction, mais au quotidien, on ne va pas s'en servir puisque normalement, dès que vous rentrez dans la voiture, vous vous installez, vous mettez le pied sur le frein, la voiture se réveille et vous placez le sélecteur de vitesse sur D ou sur B. On y reviendra tout à l'heure. Le bouton donc de démarrage, c'est uniquement dans des périodes où vous êtes resté inactif trop longtemps à l'intérieur de la voiture s'est endormie et donc pour la réveiller à ce moment-là, vous devez effectivement appuyer sur le bouton de démarrage, mais au quotidien, c'est un bouton que vous n'allez pas utiliser. Le démarrage se fait donc extrêmement simplement en s'installant et puis en poussant sur le frein et en plaçant le sélecteur de vitesse sur D ou sur B. C'est un premier bon point. Dès les premiers tours de roue, en fait, on a la sensation d'être dans un véhicule qui est forcément plutôt haut puisque c'est un SUV et puis un véhicule qui est assez imposant, c'est assez statutaire et franchement, c'est pas désagréable. On a ce double bosselage de part et d'autre du capot que personnellement, avec mon réglage de siège, je peux voir et qui donne l'impression d'être dans un véhicule qui est assez imposant, qui est bien assis sur la route et au quotidien, ça donne une impression qui est plutôt agréable. Quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent et qui pourtant est très pratique, c'est la possibilité d'utiliser Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. Et ça, c'est vraiment génial. Au quotidien, Apple CarPlay, Android Auto, le fait de les avoir dans la voiture, ça devient un petit peu la norme et c'est très agréable et c'est très pratique pour utiliser Waze par exemple ou un autre programme qui est sur votre téléphone, pouvoir l'utiliser dans la voiture, Spotify par exemple. Mais la plupart du temps, il faut brancher le téléphone et parfois, vous ne voulez pas brancher votre téléphone parce qu'il est chargé à 100% et qu'on sait que c'est pas très positif pour le téléphone et sa batterie de charger un téléphone qui est déjà chargé. Et puis plus simplement parce que c'est plus simple quand on a le téléphone dans la poche de la veste de s'installer à bord, de mettre le contact, de démarrer et de pas chaque fois devoir penser à brancher le téléphone. D'autant plus qu'au niveau de la connexion, ça fait chaque fois des entrées et sorties de la fiche, c'est pas l'idéal non plus. Donc le Apple CarPlay, Android Auto sans fil qu'on a dans cette voiture, c'est génial au quotidien. Franchement, pendant une semaine, je me suis plus tracassé avec le téléphone dans la poche, je me suis plus tracassé de savoir si je devais brancher, pas branché, etc. On s'installe, on démarre et tout va bien. On va pas se le cacher, ce ID4 il est très lourd, 2 tonnes 124 sur la balance, c'est pas rien. Cela dit, au quotidien, comme la plupart des voitures électriques, on sent pas trop cette lourdeur, ce poids relativement important, très important même. Pourquoi? Grâce au couple généreux, 310 Nm on l'a dit sur cette version, ça fait qu'au quotidien on a des relances qui sont extrêmement vives. Cette voiture reste vive dans ses réactions malgré son poids très important, plus vive donc parce que c'est une voiture 100% électrique que l'équivalent à moteur thermique qui serait pourtant beaucoup moins lourd. Donc ça c'est très agréable. Et puis autre chose également liée au poids de la voiture, c'est que par contre si vous décidez de la malmener un petit peu sur une route un peu sinueuse, là vous allez quand même vous rendre compte que la voiture elle n'est pas faite pour ça. Cette voiture c'est avant tout une vocation familiale qu'elle a et donc la malmener dans des virages un petit peu serrés, des choses comme ça, vous allez vite vous rendre compte que vous n'allez prendre aucun plaisir à le faire. Par contre, profitez des relances extrêmement vives. Là, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et puis, il n'y a pas que le plaisir et la sécurité aussi. Je prends toujours cet exemple. Si vous êtes sur une route nationale derrière un véhicule plus lent, que vous souhaitez le dépasser, vous le faites évidemment quand c'est possible et en toute sécurité. Mais le fait d'avoir ces accélérations vigoureuses fait que vous allez rester moins longtemps sur la bande à contresens et donc dépasser plus vite. Et ça aussi, c'est très bon pour la sécurité.
Un petit point concernant le bruit à présent, ou plutôt l'absence de bruit, puisqu'on est dans une voiture 100% électrique, et dans ces cas-là, évidemment, comme il n'y a pas de bruit de moteur, on entend tout le reste. Alors qu'est-ce qu'on entend dans cette voiture? Eh bien pas grand-chose, à basse vitesse de toute façon, puisque c'est une voiture 100% électrique et qu'à basse vitesse, on n'a pas vraiment de bruit aérodynamique ou de bruit de roulement. La bonne nouvelle, c'est qu'à haute vitesse, je suis là sur autoroute, eh bien les bruits sont aussi extrêmement bien maîtrisés. On n'a pas de bruit de roulement, on a des suspensions d'ailleurs avec un univers sonore, un rendu sonore qui est plutôt sourd, qui donne un sentiment quand même, un petit côté premium, qui n'est pas désagréable au niveau des suspensions. Donc pour ce qui est des bruits aérodynamiques, on a forcément un petit peu plus de bruit aérodynamique à haute vitesse qu'à basse vitesse, et notamment suite à la présence de rétroviseurs qui sont de grande taille, des rétroviseurs extérieurs qui sont très généreux au niveau de leur taille, et on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des grands rétroviseurs et forcément une absence totale de bruit aérodynamique comme on pourrait l'avoir avec les rétroviseurs caméra d'une Audi e-tron ou du Honda i. Donc là on a des grands rétroviseurs, c'est très agréable au quotidien, peut-être d'ailleurs plus pratique que des rétroviseurs caméra. En tout cas moi je leur fais davantage confiance à ces rétroviseurs normaux. Par contre on a effectivement des petits bruits aérodynamiques, mais c'est anecdotique, hein. Franchement là je suis sur autoroute, le silence il est quand même très appréciable. Bon point de ce côté-là aussi pour ce Volkswagen ID.4. Alors s'il se revendique le roi des familles, ce Volkswagen ID.4 doit pouvoir tracter une charge, évidemment. Et c'est le cas, une charge freinée ce sera 1 tonne, une charge non freinée ce sera 750 kg. Un point extrêmement important et assez complet que je voudrais aborder avec vous, c'est les aides à la conduite et notamment le régulateur de vitesse adaptatif sur cette voiture qui fonctionne particulièrement bien. D'abord, hein, il est très fluide et ça c'est vraiment très appréciable au quotidien. Ça donne un beau sentiment de sécurité. Ça donne le sentiment que la voiture maîtrise en fait ce qui est en train de se passer et son environnement. Donc ça c'est un point déjà très positif. Deuxième point positif, c'est que la voiture va s'adapter un peu à tout. Pas uniquement à la vitesse que vous avez demandé en fonction de ce qui se trouve devant. Donc s'il y a ou pas une voiture qui va faire que la voiture va devoir ralentir. Donc ça c'est le principe de base du régulateur de vitesse adaptatif. Mais la voiture va aussi s'adapter aux conditions de circulation, à l'infrastructure. Si devant il y a en approche eh bien, un obstacle, autrement dit un rond-point, éventuellement un carrefour, la voiture le sait évidemment grâce aux données du GPS et donc va pouvoir adapter son comportement. Et lorsque vous allez lever le pied de la pédale d'accélérateur, eh bien, elle ne va pas réagir de la même manière en fonction de ce qui va se trouver devant. Si vous êtes sur une voie dégagée, elle va avoir tendance à privilégier une certaine roue libre, une décélération qui n'est pas trop importante. Et si vous êtes en approche d'un carrefour ou d'un rond-point, elle va décélérer de manière plus importante et elle va le faire d'ailleurs en vous suggérant de lever le pied au bon moment grâce à une petite icône qui va s'afficher sur l'écran instrument. Et elle le fait d'ailleurs de manière beaucoup plus fluide que ce qu'on va retrouver sur certains systèmes de marque allemande dite premium, où on a un comportement qui est beaucoup plus carré, mais du coup beaucoup moins naturel par rapport à une conduite normale dans la circulation et dans la vie de tous les jours. Donc là, gros point positif sur ce régulateur de vitesse adaptatif qui pour le coup s'adapte vraiment bien. Alors cette voiture va s'adapter donc à son environnement. Des exemples, si vous êtes sur une route limitée à 50 km/h, la limitation passe à 70 ou à 90. Elle va vous le dire un petit peu en amont pour vous permettre de réagir au cas où. Elle va vous dire vitesse détectée 70 ou 90 et au niveau du panneau, elle va accélérer pour eh bien, reprendre cette vitesse qui pour elle a été détectée, donc une vitesse liée à l'infrastructure. Vitesse liée à ce qu'elle va pouvoir lire également, la lecture de panneaux. Donc là aussi, elle va pouvoir s'y adapter. Alors ce n'est pas parfait, hein, le système n'est pas parfait, mais aucun ne l'est, pas même le système de chez Tesla. On a donc une voiture qui, dans la plupart des cas, je dirais 8 fois sur 10, va adopter un comportement qui est tout à fait adéquat et qui est relativement, je le disais, fluide et naturel et donc compatible avec la circulation dans la vie de tous les jours. Mais la raison pour laquelle il faut rester attentif, c'est que 2 cas sur 10, elle ne s'adaptera pas correctement et donc là, il faut rester attentif et prêt à reprendre le contrôle, en l'occurrence de la vitesse, si elle vient à freiner à un moment donné. Donc ça, voilà, c'est un point très important et on sent que c'est quelque chose qui s'est bien amélioré depuis ce qu'on avait testé sur l'ID3 et en ça c'est très prometteur selon moi, la possibilité donc de gérer son environnement et la voiture dans l'environnement en général. On a par exemple sur l'écran instrument eh bien, un petit pictogramme qui va représenter précisément ce que la voiture est en train de suivre. Là pour l'instant c'est une voiture, j'ai donc une voiture représentée. Si c'était un 2 roues, eh bien j'aurais un 2 roues. Si c'est un camion, un utilitaire, j'aurais un volume plus important représenté. Donc tout ça montre que la voiture commence à bien maîtriser le système en fait de cette ID.4 et de l'ID.3 également. Ce système développé par Volkswagen, et Dieu sait qu'ils ont eu pas mal de problèmes au début pour développer tout ça et faire que ce soit fiable et compatible avec la circulation
aujourd'hui, eh bien, est parfaitement au point. Dieu sait que maintenant, ça a l'air d'être bien parti. Les ingénieurs de Volkswagen ont bien bossé et ça commence à ressembler à quelque chose qui s'apparente à une conduite autonome à laquelle on peut réellement se fier. Et ça, c'est très agréable. Un autre point très positif dans cette voiture, c'est le diamètre de braquage. Le moteur, il est à l'arrière, le train avant, sa seule mission, ça va être de diriger la voiture. Il aura donc de la place pour avoir une plus grande amplitude. On a donc un diamètre de braquage extrêmement réduit, 10,2 mètres. C'est ce qu'on retrouve également dans l'ID3 et ça fait là aussi un gros point positif. C'est un des points forts de l'ID3 et donc de l'ID4. Cette possibilité en ville d'avoir un véhicule qui est très maniable. On peut quasiment tourner sur place. C'est une impression qui est assez saisissant, très agréable et spécifiquement saisissant d'ailleurs sur ce ID4. Pourquoi ? Parce qu'on a un volume qui est très imposant et avoir ce volume imposant qui tourne presque sur place, c'est plutôt étonnant et c'est très chouette au quotidien. Un petit point à présent sur le freinage et sur la récupération d'énergie qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure en parlant du régulateur de vitesse adaptatif. D'abord le freinage physique, donc en pressant la pédale de frein, le freinage par friction. La sensation malheureusement là est un petit peu mollasse au niveau du début de la course de la pédale de frein. Donc ça donne un sentiment qui est pas très chouette au début. Alors c'est une question d'habitude et on finit par s'y faire. Et là au bout d'une semaine je m'y suis fait. Mais au début c'est vrai que quand vous enfoncez la pédale, il faut quand même enfoncer relativement loin la pédale au niveau de la course pour avoir le freinage qui commence à devenir assez mordant. Alors au final, si vous enfoncez la pédale suffisamment, vous avez bien sûr un freinage qui est tout à fait satisfaisant et qui est parfaitement adéquat. Il n'y a pas de problème de sécurité évidemment, mais c'est juste la sensation effectivement au niveau de la course de la pédale. On aurait voulu que ce soit un peu plus mordant, un peu plus vite au niveau de la course de la pédale. Donc ça c'est pour le freinage par friction. Le freinage par récupération d'énergie qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que la voiture s'adapte à son environnement, c'est un peu le système automatique finalement, le système intelligent. La voiture, si vous levez le pied de la pédale d'accélérateur, là je suis en mode D, eh bien je suis sur une nationale, la voiture devant moi est assez loin, je lève le pied de l'accélérateur, la voiture a tendance à continuer en roue libre. Si je me mets en mode B maintenant, je lève le pied de l'accélérateur, là la voiture a tendance à freiner davantage, mais on n'ira pas jusqu'à la conduite à une pédale, pas de one pedal drive sur cette voiture. Le mieux qu'on pourra faire, c'est anticiper au maximum en étant en mode B, et dans ce cas-là, on ira quasiment jusqu'à l'arrêt, mais la voiture va toujours finir par ramper, donc il n'y aura pas possibilité d'aller jusqu'à l'arrêt complet sans toucher à la pédale de frein, sauf s'il y a quelqu'un devant vous évidemment, auquel cas la voiture va s'arrêter. Voilà, donc ça c'est pour la récupération d'énergie, donc soit D, soit B, et puis dans tous les cas, la récupération d'énergie qui va s'adapter aux conditions de circulation avec ce mode automatique intelligent dont on parlait tout à l'heure et qui fonctionne vraiment très bien. Sur cette version, pas de caméra à 360 degrés, un système que pourtant j'adore et qui, sur un volume comme celui-ci, est vraiment le bienvenu, mais pour ça, il faut passer à la finition supérieure. Sur cette version, on a une caméra normale, caméra de recul normale, avec les capteurs évidemment, donc rien de spécial, la base en 2021. Malheureusement, sur ce modèle d'essai, qui vous l'aurez compris n'est donc pas une version haut de gamme, eh bien il n'y a pas non plus l'éclairage matriciel qu'on avait testé sur l'ID3 et qui est assez bluffant avec cette boule dans les phares qui s'apparente un petit peu à un regard et qui vous suit quand vous vous approchez de la voiture. C'est assez sympa. Donc cette voiture n'en est pas équipée de cet éclairage matriciel. La voiture propose donc un éclairage évidemment traditionnel LED tout à fait satisfaisant, avec possibilité évidemment d'allumage automatique des phares si on reste en position auto là à gauche du volant, le petit pavé dont je vous parlais tout à l'heure, et puis la possibilité également de basculer automatiquement des feux de route aux feux de croisement en basculant le commodo de gauche vers le tableau de bord. Cependant, comme c'est une impulsion, il faut le faire à chaque trajet. Ça ne reste pas d'un trajet à l'autre comme l'auto-hold, lui qui est une fonction activée dans le système d'infodivertissement, donc lui reste actif d'un trajet à l'autre, mais malheureusement pas ce basculement automatique des feux route aux feux de croisement. Il y aura juste l'allumage des phares qui se fait de manière automatique et systématique d'un trajet à l'autre, mais pas ce basculement entre feux de route et feux de croisement, c'est dommage. Tout à l'heure, en parlant du tableau de bord, on n'a pas vraiment détaillé les modes de conduite. Et je vous propose qu'on le fasse maintenant. On appuie simplement sur le bouton mode. 4 modes sont disponibles. Le mode éco, qui est celui sans surprise qui vous procurera le moins de sensations, mais la plus grande autonomie. Le mode confort, c'est le mode
du quotidien, le mode que vous allez utiliser la plupart du temps, le mode sport qui va raffermir un petit peu tout ça et vous procurer les sensations de conduite les plus vivifiantes, les plus vives en tout cas, et puis le mode individual qui est le mode grâce auquel vous allez pouvoir vous concocter votre mode à vous. Alors les choses sur lesquelles vous allez pouvoir agir, ce sont les trains roulants, la direction, l'entraînement, la climatisation et le régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, vous allez pouvoir avoir un régulateur de vitesse adaptatif qui est plus sport ou plus confort, autrement dit plus brutal ou plus fluide. Idem au niveau des suspensions, des trains roulants, de la direction, etc. Vous allez pouvoir vous concocter votre propre mode de conduite, celui qui vous convient, et personnaliser un petit peu l'expérience au volant de cette voiture selon vos critères, et ça c'est très bien. Un dernier point avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de ce Volkswagen ID.4 et pour retrouver la conclusion de cet essai, ainsi que les essais à venir d'ailleurs, ne manquez pas ça dans la suite. Ce dernier point, c'est bien sûr la consommation et donc l'autonomie réelle de cette voiture dans la vraie vie. Parce que c'est pas tout de pouvoir emmener confortablement une famille, encore faut-il savoir sur combien de kilomètres, de dizaines ou de centaines de kilomètres vous allez pouvoir le faire avant de recharger. Cette voiture, en théorie, selon la norme WLTP, est capable de rouler jusqu'à 520 km, parce que c'est en fonction des équipements, donc entre 500 et 520 km selon la norme WLTP. Dans la vraie vie, qu'en est-il? Eh bien, selon mon expérience personnelle, je viens d'afficher les données de conduite de longue durée. Le trajet que je suis en train sur lequel je suis en train de rouler, je roule à assez basse vitesse, puisque je suis en train de vous parler. On est à 22,5 kWh au 100, je roule depuis 100 km là. Le trajet de longue durée, c'est-à-dire ce que j'ai roulé durant toute cette semaine, donc tout trajet confondu, j'ai parcouru 750 km. 700, voilà, ça vient de changer, 750 km durant cette semaine, et la moyenne générale est de 24,3 kWh au 100 km. C'est une moyenne qui est assez élevée et qui s'explique d'une part par le fait que cette voiture c'est un SUV, c'est un gros SUV, donc inévitablement c'est nettement moins fluide au niveau des lignes que ce qu'on peut retrouver sur une Tesla Model 3 par exemple, ou tout autre modèle qui n'est pas un SUV. Et puis d'autre part, eh bien, on a un parcours qui est composé sur ces 750 km que j'ai parcouru cette semaine, c'est principalement de l'autoroute, et on sait que c'est pas le terrain de jeu privilégié d'une voiture électrique qui veut consommer peu. Donc 70% d'autoroute cette semaine, avec au final une consommation de 24,3 kWh au 100 km. Ça veut dire que cette voiture va être capable de parcourir un petit peu plus de 300 km dans ces conditions-là, ce qui au quotidien franchement est largement suffisant. Combien de jours par an eh bien, parcourez-vous 300 ou 350 km d'autoroute? Voilà, ce ne sont pas sans doute très très nombreux, et s'ils sont nombreux d'ailleurs, c'est probablement pas cette voiture qu'il vous faut, et probablement pas encore une voiture électrique d'ailleurs. Donc une utilisation au quotidien qui est tout à fait satisfaisante en termes d'autonomie dans un peu les pires conditions, c'est 70% d'autoroute, c'est pas les conditions idéales, avec des températures qui flirtaient encore avec les 0 degrés le matin au réveil. Donc voilà, c'est pas des conditions idéales, et pourtant quand même plus de 300 km réels au volant de cette voiture, malgré ces conditions. On s'imagine que donc avec des conditions plus favorables, avec moins d'autoroute, plus de nationales, moins d'autoroute, avec une météo probablement un petit peu plus clémente au niveau des températures, aux alentours de 15-20 degrés, on aura des valeurs un petit peu supérieures. On ira sans doute chercher les 350 km dans les mêmes conditions, en tout cas dans des conditions légèrement plus favorables, mais en roulant de la même manière. Et puis on peut sans doute s'approcher des 400 km, voire les dépasser si on se passe des voies rapides, évidemment là où la voiture va consommer énormément. Pour le reste, on restera évidemment assez loin des 500 km, tant qu'on n'aura pas une conduite avec un œuf sous la pédale et en restant exclusivement en milieu urbain avec la température idéale. On ne s'approchera pas des 500 km, mais voilà, 300, 400 ou 500 km, si vous faites 30 km par jour, que la voiture soit capable d'en parcourir 100, 200, 500 ou 800, ça n'a pas grand intérêt. Pour les grands trajets, par contre, là c'est important, cette voiture peut recharger à du 125 kW sur les bornes ultra rapides, donc ça a une importance, et donc en une bonne demi-heure, vous allez récupérer 80% de capacité. Mais je dis toujours, par rapport au fait de choisir une voiture, on a tendance à se dire, en voiture électrique, on sait que l'autonomie c'est un peu compliqué, et donc on va essayer de prendre la voiture qui a le plus d'autonomie. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire.
Je le dis à chaque fois, il y a tous ceux qui me posent des questions et vous êtes nombreux à le faire d'ailleurs en allant dans la partie contact de cette chaîne YouTube. Vous avez accès à une adresse email et vous pouvez évidemment poser des questions, toutes les questions que vous voulez. J'y réponds avec grand plaisir. Et donc par rapport aux personnes qui m'ont déjà posé cette question en sachant voilà, qu'est-ce que je dois choisir, est-ce que je dois prendre forcément la voiture qui a la plus grande autonomie, etc. Moi je réponds toujours si par rapport à l'utilisation que vous avez de la voiture et pas à l'utilisation possible de la voiture. C'est l'utilisation que vous avez de la voiture. Si tous les jours vous parcourez des trajets, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous parcourez des trajets et que pour 95% de ces trajets, eh bien, vous ne vous posez pas de questions, forcément vous allez arriver au bout du trajet sans avoir besoin de recharger. C'est que cette voiture que vous aurez sélectionnée, qui est capable de le faire, eh bien, est faite pour vous. Et ce n'est pas forcément du coup la voiture qui a la plus grosse autonomie. Si un trajet sur deux, vous vous posez la question de savoir si vous allez arriver à destination, ça veut dire que cette voiture, elle n'est pas faite pour vous et que vous devez choisir une voiture avec une autonomie supérieure. Ou bien si vous êtes déjà dans le top du top, eh bien peut-être encore choisir cette fois-ci une voiture avec un moteur thermique ou une voiture hybride ou hybride rechargeable. Voilà, c'est un peu ce que je réponds à chaque fois. Donc pour cette voiture en particulier, dans mes conditions d'utilisation, où j'ai pas roulé comme un Fangio, où j'ai pas roulé à l'économie non plus avec un œuf sous le pied, où j'ai roulé de manière normale, voilà, comme monsieur et madame tout le monde, le papa de la famille qui conduit ses enfants aux activités. Je me fais plaisir parce que la voiture accélère de manière assez vive, j'en profite, mais je suis pas comme un Fangio à essayer de voilà, malmener la voiture. Ce que je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, elle n'accepte pas vraiment. En tout cas, vous n'allez pas prendre beaucoup de plaisir. Donc, dans mes conditions d'utilisation, avec 70% d'autoroute, un peu plus de 300 km réels, avec une température aux alentours de 0 degré le matin, 10 degrés peut-être l'après-midi. Voilà, ça c'est tout à fait réaliste et c'est les valeurs auxquelles on arrive avec ce Volkswagen ID4, ce qui est plutôt rassurant finalement. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de ce Volkswagen ID4. En Belgique, il est disponible à partir de 38 815 € pour la finition Pure City avec la batterie de 52 kWh et les prix vont jusqu'à 58 015 € pour la finition Pro Max, donc la top finition, avec la plus grosse batterie, celle de 77 kWh. Ce véhicule d'essai est une série limitée, First, disponible jusqu'à épuisement des stocks à partir de 47 280 € en Belgique. En France, l'ID4 s'échange contre un chèque d'un montant qui varie entre 39 370 € pour la version City et 59 680 € pour la version Max. Bonus gouvernemental déduit, l'ID4 est donc disponible des 32 370 € en version City et culmine à 56 680 € en version Max. Vous aussi déterminez le prix de votre ID4 de rêve. Ça se passe sur le configurateur en ligne de Volkswagen. Déterminez donc votre prix pour cet ID4. Toujours concernant le prix, vous le savez, tant en France qu'en Belgique ou ailleurs, grâce aux incitants fiscaux qui sont mis en place autour de la voiture électrique, eh bien, rouler dans une voiture électrique ou électrifiée comporte pas mal d'avantages. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de notre partenaire, c'est Arval, le site arval.be. Vous découvrirez l'ensemble des services qu'il propose et notamment les formules de leasing opérationnel, le leasing tout compris pour les entreprises. Votre prochaine voiture de société sera donc peut-être bientôt une Volkswagen ID4 grâce à Arval, notre partenaire. Pour les particuliers, des formules de private lease existent également. Découvrez-les là aussi sur arval.be. Et une fois que vous aurez découvert tous les services proposés par Arval sur arval.be, eh bien j'en suis certain, votre prochaine voiture ou voiture de société sera forcément électrique ou électrifiée. Plutôt spacieux, amusant à conduire, agréable à vivre et disposant d'une autonomie plus que confortable, ce Volkswagen ID4 a décidément pas mal de qualités. Alors certains défauts aussi, son plus gros défaut sera, comme pour l'ID3, une qualité des matériaux à l'intérieur plus que discutable, même si le problème est moins présent, un peu moins présent que sur l'ID3, mais ça reste quand même beaucoup de matériaux assez basiques et c'est bien dommage. Alors je ne parle pas de la finition qui est très très bonne, mais la qualité des matériaux laisse un peu à désirer et sur une voiture à ce prix, c'est malheureusement un petit peu dommage. Pour le reste, il devra faire avec pas mal de concurrents dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Forcément, on est sur du SUV, c'est-à-dire la catégorie reine en ce moment, catégorie dans laquelle tous les constructeurs vont s'engouffrer et donc la concurrence va se renforcer. Au sein du groupe Volkswagen d'ailleurs, à commencer par le Skoda Enyaq, son cousin qui sera d'ailleurs plus cosy à l'intérieur, qui va lui donner pas mal de fil à retordre. Également dans les versions plus haut de gamme, eh bien chez Tesla, le Model Y qui arrivera cette année. Et puis chez Nissan, également le Nissan Ariya qu'on essayera prochainement, qu'on a déjà découvert et qu'on essayera prochainement avant la fin de l'année sur Charging Station, eh bien sera là aussi un concurrent de poids.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants à venir. Toujours en 100% électrique, toujours un SUV d'ailleurs. Dimanche prochain à 18h, vous avez rendez-vous sur Charging Station avec l'essai du BMW iX3 version 100% électrique du BMW X3, un essai très attendu là aussi évidemment. Toujours en 100% électrique, on a rendez-vous dans les prochaines semaines avec la Jaguar I-Pace version 2021. Une version 2021 qui gomme pas mal de petits défauts qu'on avait soulignés lors du premier essai de la Jaguar I-Pace. On a hâte de découvrir ça évidemment. Et puis le retour des essais hybrides rechargeables, ça arrive sur Charging Station avec l'essai de la version 2021 de la Mini Countryman. Un essai là aussi très attendu. Et puis une découverte très électrisante, l'essai pendant une semaine du MG EHS. Qu'est-ce que c'est que ça, le MG EHS? Souvenez-vous du MG ZS 100% électrique. Et bien là, il a un grand frère maintenant, le MG EHS. Et lui, c'est un hybride rechargeable avec une belle montée en gamme, une belle qualité perçue par rapport au MG ZS. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci encore de votre fidélité et à dimanche prochain.